en avons eu une nouvelle définition de cas qui tient compte de l'évolution de cette épidémie et depuis à peu près une semaine. Donc, comme pour tous les autres pays, le diagnostic ici avec les réalités du virus se font par RT-PCR avec des écouvillonnages nasopharyngés et oropharyngés. Et notre laboratoire ici de référence est l'Institut Pasteur de Dakar. Donc, c'est là-bas où les prélèvements sont acheminés dans des conditions de biosécurité que vous connaissez. Donc, à la date du 15 avril, nous avions un total de 298 cas confirmés. Et pour ces cas, pour la plupart, il s'agissait de cas, enfin, pour une grande partie, des cas importés qui nous venaient des pays européens, dont l'épicentre était la France surtout. Mais également, depuis ces cas ont été à l'origine de cas secondaires, donc des cas contacts. Mais de plus en plus, ces derniers jours, ce que l'on voit, c'est l'apparition de cas à transmission communautaire, donc des cas au niveau de la communauté, au niveau du pays. Donc voilà un peu la courbe épidémiologique des cas confirmés de Covid ici au Sénégal. Quand on regarde cette courbe, l'épidémie a démarré vraiment vers le 27 février avec nos premiers cas. Puis, nous avons eu une période d'accalmie d'au moins une semaine pendant laquelle nous n'avions pas retrouvé de cas, malgré les différentes investigations qui étaient faites sur le terrain. Et à partir de notre cas 5 qui est survenu le 9 mars, nous avons eu une augmentation crescendo des cas. Et c'est ce cas 5 qui nous a vraiment un peu posé des problèmes puisqu'il s'agissait d'un immigré qui venait de la région, qui venait d'Italie et pour laquelle un cluster s'est constitué, notamment dans une zone qui est au centre du pays, qui est la zone de Touba, et qui connaît le Sénégal, c'est qu'il s'agit actuellement de la troisième ville un peu du pays et il s'agit d'une ville qui a la particularité d'être une ville très religieuse. Donc, depuis ce cas 5, le cas index 5 et l'explosion qu'il y a eu au niveau du centre du pays, après, nous avons remarqué une augmentation de cette épidémie avec beaucoup de districts qui avaient été touchés. Ces districts, notamment les districts de Dakar, nous allons voir ça tout de suite, mais également une explosion à d'autres régions du pays, notamment au nord, au sud et un peu à l'est du Sénégal. Donc, cette épidémie, elle va un peu crescendo, comme vous le voyez ici. Quelle est la particularité épidémique? La particularité ici, c'est qu'il s'agit surtout d'adultes jeunes. Quand on regarde cette figure, nous avons des âges chez l'enfant, des nourrissons, jusqu'à l'âge un peu de 60 ans. On remarque, c'est comme qui dirait un escalier qu'on était en train de monter avec une augmentation crescendo de la proportion de personnes atteintes en fonction de l'âge. Donc, il s'agit le plus souvent, selon nos analyses, d'adultes jeunes avec un âge médian à 41 ans. Et pour les extrêmes, il s'agissait d'un nourrisson de 2 mois et le patient le plus âgé avait 82 ans dans notre service. Quand vous regardez sur la base de ces résultats, vous voyez que plus de 2 tiers des patients étaient âgés de plus de 25 ans. Quant à la répartition par sexe, on note une légère prédominance féminine avec près de plus de la moitié des patients qui sont des femmes. Mais on remarque ces derniers jours une augmentation également de la proportion d'hommes qui sont atteints. Quand on désagrège ces données par rapport à l'âge et par rapport au sexe, on se rend compte que chez les hommes, c'est surtout les hommes de plus de 35 ans jusqu'à 60 ans qui sont les plus atteints, alors que chez la femme, l'atteinte survient à un âge beaucoup plus précoce. Quand on regarde, on se rend compte que c'est surtout vers les sujets jeunes atteints de la vingtaine jusqu'à l'âge de 60 ans. Quant aux sujets âgés de plus de 60 ans, il s'agissait pour la plupart d'hommes. Quant à la répartition par région, la majorité des cas se retrouvaient à Dakar. Plus de 7 patients sur 10 avaient été diagnostiqués sur Dakar. Sur Diourbel, couvre la région
de Touba, donc au niveau du centre du pays où nous avons eu une augmentation des cas. Un autre cluster qui s'était formé dans la région de Thiès également. Et de quelques cas qui apparaissent au sud du pays. Suivant le mode de transmission de cette affection, plus de 2/3 des patients sont des contacts de patients qui étaient des cas importés, mais de plus en plus ces derniers jours, on retrouve des cas communautaires, plus d'une trentaine de patients, des cas communautaires. Et ce sont ces cas communautaires, comme vous le savez, quand on perd un peu le lien épidémiologique qui pose problème. Et nous, quand on regarde de manière assez fine, quand on analyse sur la région de Dakar, on se rend compte que c'est certaines parties de la région de Dakar qui sont un peu touchées. Ce sont les zones qui sont à la périphérie un peu de la ville, notamment au niveau de la banlieue, dans la zone de Yeumbeul et de la zone de Keur Massar, mais également certaines zones qui sont parties un peu, pour ceux qui connaissent la presqu'île du Cap-Vert, la région de Dakar, un peu certaines zones qui sont un peu plus proches du centre de la ville. Donc, pour ce faire, des stratégies sont en train d'être mises en place pour pouvoir contrôler un peu ces cas communautaires et parvenir à des interventions qui soient beaucoup plus efficientes, qui permettent de mieux contrôler, puisqu'on sait que ce sont ces cas communautaires qui nous posent problème, puisqu'on ne connaît plus le lien épidémiologique avec les autres. Je disais tantôt, cette maladie, il s'agit d'une maladie pas que médicale, c'est une maladie qui est plutôt sociale, et l'on se rend compte que pour la plupart de nos patients qu'on a eus, il s'agit d'une maladie familiale et c'est une propagation de proche en proche. L'exemple que je vous propose ici, c'est celui de notre patient qui est un immigré sénégalais qui vit d'habitude en Italie et qui est arrivé sur Dakar le 7 mars, qui réside au niveau du centre du pays. C'est un patient qui, au départ, a eu ses symptômes le 9 mars de cette année et qui a consulté dès le lendemain. Le diagnostic a été fait, il a été isolé, sa famille mise en quarantaine. Et pour ce cas, ce qu'on a remarqué, c'est que l'incubation était très courte autour de lui. Nous avons une incubation qui était inférieure à 48 heures pour les contacts qu'il a eus. Donc, c'est un patient qui a eu à contaminer au moins une vingtaine de personnes. Cette vingtaine de personnes contaminées vivaient dans la même famille. Il y avait en tout au moins, c'était une grande famille, au moins 27 personnes qui vivaient dans la maison. Et c'est un patient également qui a eu 71 autres contacts, dont 14 personnels de santé dans la structure qu'il a eu à visiter. Pour ces personnels de santé, les tests avaient été faits et tous sont revenus négatifs. Quant aux personnes qu'il a eu à contacter, si vous voyez la figure qui vous est proposée à l'écran, il s'agit surtout de membres de sa famille. Ce sont ses épouses, ses enfants, ses fils et ses filles. Il a ses fils et ses filles, ses employés de maison, les nièces et ses belles-sœurs qui vivaient à domicile. Mais la particularité qu'on a eue surtout, c'est qu'à un moment donné, la quarantaine a été un peu difficile à mettre en place au niveau de sa famille, puisqu'une de ses filles, voulant aller à l'école et s'y est rendue malgré la quarantaine qui avait été faite. Le jour où elle s'est rendue à l'école, elle s'est rendue compte qu'elle a présenté des symptômes. Devant ces symptômes, elle est immédiatement revenue à consulter au niveau du centre de santé. Elle a été diagnostiquée. Des investigations ont été faites autour de ce cas 12, donc de sa fille. Et l'on s'est rendu compte que sa fille a contaminé également une autre de ses camarades de classe avec qui elle se rendait à l'école, avec qui elle était dans la même classe. Et même, heureusement, à un moment donné, nous avions craint qu'autour de cet élève se crée un nouveau cluster familial, mais cela a pu être contrôlé. Aussi bien ses camarades de classe que ceux qui étaient dans la famille de la camarade qu'elle a contaminée ont pu être suivis, investigués, suivis pendant 14 jours. Et personne parmi ces dernières n'a développé le COVID-19. Donc, on se rend compte qu'il s'agit d'une maladie à fort caractère social. Quelques autres particularités du point de vue de la clinique que nous avons observées. Les patients ont des symptômes, oui,
Mais nous, dans notre cohorte, près du tiers des patients étaient asymptomatiques. Asymptomatiques puisque les investigations avaient été faites immédiatement après la confirmation des patients, les contacts ont pu être testés immédiatement et ces patients symptomatiques ont pu être également isolés avant qu'elles ne puissent faire des signes. Donc, dans notre cohorte, nous avons eu 30% de patients qui sont asymptomatiques. Lorsque la maladie se présentait sous une forme symptomatique, la majorité des signes que l'on retrouvait étaient la toux, la fièvre et les céphalées. Mais ces différents éléments étaient présents pour moins de la moitié des patients. Quand on regarde pour la toux, c'était moins de 45% des patients. La fièvre, idem, de même que les céphalées. Les autres signes, tels que la congestion nasale, les maux de gorge, les rhinorrhées, sont présents et sont surtout retrouvés dans les formes simples de la maladie. Ces dernières périodes, ce que l'on rencontre et ce qui est également retrouvé dans d'autres études, c'est la présence d'une agésie et d'une anosmie. Et nous avons eu des patients pour lesquels c'est sur la base de ces signes, l'agésie et l'anosmie, que le diagnostic a été fait. En résumé, on peut dire que nous avons plutôt des formes simples et des formes modérées. Nous avons eu des formes sévères, des patients qui ont dû bénéficier de moyens de réanimation, donc hospitalisés dans des structures de réanimation. Il y a des patients qui ont présenté des comorbidités. Les principales comorbidités que nous avons retrouvées ici chez nous, c'est l'hypertension artérielle et c'est également le diabète. Pour les patients qui ont été dans les structures de réa, sur les 7, 6 présentaient au moins une de ces comorbidités. À côté, nous avons des cas particuliers. Nous avons eu des patientes qui également sont hospitalisées et qui avaient des grossesses évolutives qui s'étaient au nombre de 7. Ces patients ont bénéficié en cours d'hospitalisation d'un suivi par des gynécologues qui sont venus leur rendre visite dans leur site d'isolement, des échographies qui sont faites, qui sont plutôt stables. Et ces patients, heureusement pour nous, n'ont pas développé de la fièvre qui aurait pu faire craindre une issue malheureuse ou bien une contamination pour le fœtus. Concernant les particularités thérapeutiques et évolutives, nous avons à la situation, ça c'est la situation d'hier que je vous ai proposée ici, nous avons 350 patients qui sont hospitalisés et dont 210 sorties guéries. Nous avons eu trois décès de ces patients qui présentaient des comorbidités. Les particularités thérapeutiques, en plus du traitement symptomatique qui est fait, qui était basé surtout sur des antalgiques, des vitamines qui étaient mises en place, des décongestionnants nasaux et lorsqu'il existait des comorbidités, le traitement de ces comorbidités. Depuis un mois, nous avons mis en place un protocole avec l'hydroxychloroquine. Cette hydroxychloroquine, ce protocole a été fait en s'inspirant de ce qu'avait fait le professeur Didier Raoult. Il est vrai qu'il y a beaucoup de controverses autour de ces protocoles, mais nous avons jugé en fonction du rapport bénéfice-risque que nous avons. Nous avons édicté des indications claires et précises pour ces patients, des contre-indications, notamment les femmes enceintes, celles qui sont allaitantes, les enfants de moins de 6 ans, certains qui ont certains types de comorbidités. Et cette prescription est encadrée avec la réalisation d'ECG avant l'instauration du traitement, après AJ3, AJ7 et AJ10. Donc, c'est un protocole de l'hydroxychloroquine 200 mg 3 fois par jour pendant 10 jours, associé à de l'azithromycine que nous avons mis en place depuis quelques jours. Et nous nous rendons compte que sous ce traitement, c'est un seul patient qui a présenté des effets secondaires, et c'était des effets secondaires mineurs à type de prurite qui n'a pas nécessité l'arrêt du traitement. Sous ce patient, les résultats seront présentés après, ils sont en cours d'analyse et d'affinement. Les patients sortent plus vite que lorsqu'on le compare aux groupes pour lesquels ces traitements ne sont pas instaurés. Et sur nos 298 patients de la première série, plus de 200 ont bien bénéficié de ce traitement. Et je disais tout de suite, nous n'avons pas eu d'effets secondaires majeurs graves.
Voilà, grosso modo, un peu l'économie de notre présentation, où nous voyons qu'au niveau du Sénégal, nous avons la particularité d'avoir des adultes jeunes au cours de notre épidémie, une prédominance de femmes également, mais également des formes plutôt allant des formes simples à modérées. Certaines, au moins un tiers des patients qui ont des formes asymptomatiques. Les formes, symptômes sont marqués surtout par la toux, la fièvre et les céphalées, et une grande proportion de patients qui guérissent malgré le fait qu'ils présentent certaines comorbidités. Voilà, chers collègues, un peu l'économie de notre présentation. En terminant, en remerciant le ministère de la Santé, mais également l'organe opérationnel qui gère cette réponse, c'est le Centre des opérations d'urgence sanitaire, en remerciant toutes les personnes qui y travaillent depuis des mois, qui n'ont ni samedi ni dimanche, le personnel du service des maladies infectieuses auquel j'appartiens, qui est également déployé pour aider les personnes dans les différentes parties dans les différents centres de traitement qui sont élargis au niveau du pays, mais également tous les personnels de santé qui sont au niveau du front. En terminant, en vous remerciant, Dr Wartani, de nous avoir invités à cette présentation et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci.